Hop, il va y avoir un point rouge qui arrive quelque part. Bonjour à tous et bienvenue à ce... Non, je plaisante évidemment, je ne vais pas refaire toute l'introduction. Ce meet-up est enregistré, donc pour votre... si vous ne voulez pas apparaître, vous ne tournez pas, la caméra est juste derrière, vous ne dites rien du tout. Vous pouvez aussi sortir de la salle s'il y a besoin. Et c'est pareil pour les gens online. Le meet-up est enregistré, il sera diffusé en replay sur YouTube. Donc si ça ne vous va pas, vous quittez tout simplement cet élément. Donc je fais juste un extrême résumé. Bienvenue, on est au Meetup de Paris, mais on accueille nos amis de l'organisation du Meetup de Lyon qui vont nous faire un retour d'expérience. On va parler des mots-clés, c'est migration, SSS tabulaire, donc ça ne rajeunit pas. Hein. Je vous rappelle que c'est sorti en 2012. C'est un produit qui a 10 ans, mais bon, vous allez nous dire que ce n'est pas celui de 2012 qu'on va migrer. Et on va parler de Power BI Premium. Alors pourquoi Premium? Mais bon, Power BI dans tous les cas. Donc, ils vont quand même se prendre 2 minutes pour se présenter. Marie, Thomas. Marie, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante sur les technos de Microsoft depuis un petit moment maintenant, dans les équipes de Next Decision à Lyon. J'aime tout particulièrement SSAS tabulaire, mais malgré tout, et Power BI, donc je suis super contente d'être avec vous ce soir. Et puis récemment MVP depuis février, donc voilà, très contente d'être en présentiel. J'attendais avec impatience et très contente d'être ici ce soir. Donc, MVP, Most Valuable Professional, c'est un award qui est décerné par Microsoft aux gens qui sont engagés dans la communauté et qui ont une expertise sur un produit ou une solution Microsoft en particulier. Thomas? Pour ma part, Thomas Desgeorges, je suis consultant chez Kirus et lead de la communauté Modern BI Analytics, donc justement tout ce qui va être les outils type Power BI. Et effectivement, avec Marion, on s'est dit que ça serait sympa de passer à Paris pour faire cette petite session sur un sujet qui nous a réunis. Et on va vous en parler justement pourquoi c'est amusant de faire ce retour d'expérience ensemble. Et une petite pensée pour Tristan qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Il est dans le chat. Il est là, et ben voilà, bonjour Tristan. Pour le coup. N'hésite pas à intervenir si tu veux. Et donc, si vous dites peut-être, mais c'est qui ce Tristan? C'est le fondateur du Club Power BI et notamment l'un des organisateurs de Paris avec moi. Je vous laisse donner peut-être quand même un tout petit peu de slide. On va faire ça sous forme un petit peu d'une interview, mais déjà donner du contexte et expliquer pourquoi on a besoin de migrer. Alors, bon, on se doute, c'est un produit de 2012, on a une petite idée, mais il y a peut-être plein de choses derrière, donc tu nous présentes le contexte? Oui, un peu de contexte. Alors, en fait, ce Rex nous tenait à cœur parce que, pour la petite histoire, c'est un client, on ne citera pas ce soir, pour lequel je suis intervenue en 2018, donc ça commence à dater un petit peu. À l'époque, pour faire une migration de BO à SSAS tabulaire, et que Thomas accompagne aujourd'hui pour parler d'une migration de SSAS tabulaire à Power BI Premium. Donc voilà, donc rapidement sur le contexte, jusqu'à 2018, ils étaient plutôt sur BO, donc qui dit BO dit des univers, il y avait des grands univers qui répondaient vraiment aux besoins BI de ce client-là. Il y avait beaucoup de fichiers Excel, qui peut être un peu un revers de BO parfois, et surtout à ce moment-là, il n'y avait pas de reporting interactif, on va dire, et se poser la question d'aller sur Lumira, par exemple, qui est l'outil de BO, et versus d'autres outils. Donc, c'est comme ça que déjà Power BI est rentré dans la carte technologique de ce client-là. Et avant, Power BI s'est posé la question d'aller sur SSAS tabulaire, ce qui faisait plutôt du sens quand même en 2010. Donc, moi, quand je suis arrivée, ils avaient fait déjà toute une étude, tout un audit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et du coup, on y est allé. Il faut se souvenir quand même que 2018, ça fait déjà 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Power BI n'avait pas toutes les fonctionnalités qu'il a aujourd'hui. Donc, le gap entre BO et directement Power BI sur la partie cube, la partie modélisation, était peut-être un peu trop grand à l'époque, en tout cas. Et pourquoi migrer? Donc, déjà, c'était chez ce client-là, il y avait plutôt une stratégie groupe orientée Microsoft, donc ça faisait sens de parler de Microsoft et des cubes. Et il y avait aussi un petit phénomène de Shadow IT avec beaucoup d'extraction des données BO avec Excel. Et donc, on avait envie de retrouver une BI corporate dans un cube. Voilà, un peu la même donnée pour tout le monde. Donc,
Donc, c'est pour ça qu'on a migré. Le but, c'était d'avoir aussi des utilisateurs très autonomes sur Power BI. Donc, l'IT était gérant du cube et les utilisateurs prenaient la main sur Power BI. Et il y avait quand même quelques points de blocage qui sont restés. Moi, quand je suis partie en 2018, dont un plus important que les autres, qui était que, OK, on avait le cube et OK, les reportings se pluguaient dessus. Mais et si je veux rajouter une petite colonne de mon fichier Excel, un champ, quelque chose, ben, je ne peux pas. Et à chaque fois, je dois repasser par l'IT qui doit faire évoluer le cube. Ça, c'était vraiment le point de blocage, ou en tout cas, quand je les ai laissés. Et il y a 4 ans, on ne pouvait rien faire de ce côté-là ni sur AS, ni sur Power BI. Et du coup, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de refaire un peu de Shadow IT, puisque plutôt que la stratégie, c'était de faire du connexion en direct, live connection de Power BI vers SSS tabulaire. Pour les besoins que les démarrer, un petit coup d'import et on rajoute le fichier, quoi. Voilà, ça a dû être ça et ça a donné des modèles un peu hybrides. Et c'était aussi pourquoi ils voulaient aussi passer à autre chose. Vas-y. Et du coup, cette fois, passage à Power BI Premium. Donc, ils nous ont rappelé fin d'année dernière. Alors, on voudrait étudier justement de migrer nos cubes SSS, que je n'ai pas précisé, mais on vous mettra un rapide schéma d'architecture après, mais était on-prem. Et je voulais passer vraiment dans une stratégie full cloud, ou le plus possible en tout cas. Et là, avec toutes les dernières fonctionnalités qui étaient arrivées de côté Power BI Premium notamment, avec la Gen 2, avec toute la partie XML Endpoint, toutes les API, enfin, ça a commencé à ressembler vraiment à un outil complet d'un point de vue IT. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont arrivées un petit peu au fil de l'eau et qui continuent d'arriver d'ailleurs. On en reparlera lors de la discussion. Mais voilà, c'était rester sur Power BI au niveau des rapports, passer de la partie vraiment modélisation, j'ai mon cube SSS tabulaire. Théoriquement, c'est la même techno que Power BI Datasets, quelques petites subtilités tout de même. C'est de ça dont on va parler. Il y avait peut-être un effort aussi qui n'était pas si important que ça par rapport à un autre choix complet. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de voir, OK, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Est-ce qu'on ne doit pas attendre? Est-ce qu'il manque encore des choses? Et c'était ça, en fait, l'idée. Je crois que tu peux passer, tu vas avoir un petit... voilà. C'était l'intérêt, c'était de voir vraiment les impacts sur l'architecture qu'on va vous montrer juste après. D'une migration, admettons, on n'a plus les cubes tabulaires, on a du Power BI Dataset. Ça implique quoi par rapport à ce qu'ils faisaient avant, etc., etc. Donc, juste l'histoire qu'on raconte, c'est justement entre 2018 et 2022, cette nouvelle architecture. Exactement. Donc là, on va se... BO, c'était pour vous montrer un petit peu le contexte historique. Mais là, on parle vraiment de... adieu Visual Studio, effectivement, Tristan. On parle vraiment de voilà l'infrastructure qu'ils avaient en termes sur du SSS tabulaire, avec pas mal de... Ils sont un petit peu aventuriers, on en reparlera aussi. Ils ont fait pas mal de développement un peu custo pour toute la partie CI/CD, avec du PowerShell, avec du GitLab, avec du Airflow aussi, qui appelle des scripts Python pour appeler des jobs, etc. en open source. Une jolie gateway puisque c'est du on-prem, évidemment. Évidemment, la partie reporting avec quand même un petit peu d'Excel, bien évidemment, mais surtout du Power BI. Et en fait, changement, rien côté data platform, on ne change rien. Côté reporting, on ne change rien. C'est le milieu où il fallait voir un petit peu ce qui allait bouger, ce qui allait être remis en cause, qu'on pouvait garder, des choses qu'on pouvait garder. Et donc, du coup, là, se dire qu'on a du Power BI Dataset. Et la grosse question, le plus gros point d'interrogation, c'est la petite boîte du bas, toute la partie CI/CD. Et donc, on va en parler ensemble. Et d'ailleurs, tu mets déjà des éléments de réponse, puisqu'on voit que c'est plus les mêmes logos. Et effectivement. Parce que de toute façon, je crois qu'il y avait quand même un petit peu de Git déjà avant, donc c'était de tout repasser dessus. Et après, j'avais déjà commencé à en parler, puisque on se disait que dans Power BI Premium, les API, XML Endpoint, ça faisait partie des réponses. Mais le but, c'était de voir, OK, comment on fait finalement, comment on appelle ça? Est-ce que ça s'intègre bien dans ce qu'ils ont existant? Est-ce qu'il faut d'autres outils, etc., etc. OK. Donc maintenant, on va voir comment tu es passé de l'un à l'autre. Alors, pour démarrer,
Marie, je sais que tu es intervenue dans un autre meet-up, une autre communauté amie, j'arrive jamais à le dire, les gentils développeurs data platform. Un petit coucou à Charlie, je ne sais pas si suit le club Power BI. Donc, tu parlais justement de migration, pas celle-là, mais globalement de migration. Et je crois savoir que c'était plutôt, faut pas y aller, c'est compliqué, on recommande pas. Alors, pourquoi y aller, Thomas? Nous, en tout cas, dans le meet-up qu'on a fait, la question, pour te dire le titre du meet-up, c'était Power BI Premium, la mort de Analysis Service. Voilà, donc la question, c'était est-ce que Power BI Premium, les datasets aujourd'hui permettent de remplacer des cubes, de s'en affranchir? Et surtout, la première question, c'était comment on peut migrer simplement, parce qu'on a fait nos cubes, on ne va pas tout refaire dans un dataset, donc comment on peut migrer simplement? Et oui, la réponse, en tout cas pour moi, en décembre, c'était on peut migrer simplement. Enfin, avec Tabular Editor, je pouvais très simplement déployer mon cube sur un dataset. Pas de souci, ça emporte tout. Enfin, tout ce que je voulais que ça emporte, les rôles, tout ce que vous voulez. Par contre, je ne pouvais plus reprendre la main sur mon objet dataset. Je ne pouvais pas rééditer en fait ce dataset et reprendre mes devs dessus par la suite. Donc, c'est vrai que sur ce meet-up, nous, on avait dit du coup, no go, ou alors à la main, quoi. Il y avait un compromis à trouver, ou en tout cas des choses qui étaient rédhibitoires. Je parle de potentiellement le volume ou potentiellement certaines fonctionnalités qu'on perd. Alors, tu as cité une chose, c'était en décembre. Donc, en gros, la question qu'on va poser à Thomas, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps et qui simplifient les éléments? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui fait que toi, dans ton contexte, tu as choisi de faire ça? Donc, bien sûr, effectivement, alors, par rapport à la migration en elle-même, rien n'a changé. On va voir comment nous, on a contourné le problème de Marie, mais là où ça faisait du sens et où c'était possible pour notre cas, c'est que justement, on n'est pas dans le même contexte, notamment de nombre de cubes. Quand on parlait d'un côté de migrer 200 cubes et il fallait faire pas mal d'opérations à la main, ou alors la perte totale de prise de contrôle des datasets sur Power BI Desktop, c'était pas acceptable et c'est tout à fait normal. Dans le cas qu'on présente aujourd'hui, on parle d'une demi-douzaine de cubes. Globalement, le client avait déjà en tête le fait que ça allait avoir de toute façon une charge de temps pour pouvoir faire la migration. Et en fait, on est plutôt arrivé avec des bonnes nouvelles parce que oui, il y a des opérations manuelles. Non, on ne peut pas cliquer sur un bouton et faire la migration en 3 secondes. Mais les opérations à faire et le mode opératoire à respecter n'est pas si compliqué que ça. Et quand on estimait à une bonne dizaine de jours, voire plus, selon les complexités de cubes. Tu avais fait des beaux cubes, Marie. Des bons gros cubes avec plein de tables, des relations NN dans tous les sens, tout ce que j'adore, etc. On s'est dit, ouh là 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 là, je connais très bien ces cubes-là, je sais qui les a fait, je sais que c'est bien fait, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est costaud. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais pas de doute sur le fait qu'on pouvait faire la migration. Par contre, je ne me doutais pas qu'on allait pouvoir le faire aussi facilement que ça, très honnêtement. Donc, et on va vous en parler assez rapidement. plutôt une bonne surprise. Ouais. D'un point de vue, globalement, la méthode de migration, c'est quoi? On reconstruit à côté en récupérant les éléments. Est-ce que tu peux nous détailler, enfin, sans rentrer dans les détails, puisqu'on a quand même tout le meet-up pour rentrer dans les détails, mais sur justement déjà le principe de base que toi tu as retenu pour la migration? Quoi de mieux qu'une petite démo? C'est la seule démo qu'on va faire, mais c'est pour vous montrer à quel point le mode opératoire est assez simple. Hop, Tu prennes la main. Ça va se passer ici, puis là. voilà. Il y a un petit délai, mais ça arrive. Concrètement, l'astuce, en fait, c'est de passer d'un... Ça, pas trop de délai. C'est de passer, en fait, admettons, j'ai un cube à migrer. En fait, ça marche que ce soit sur du Power BI Dataset pour migrer un cube à un autre. Bon, là, il y a très peu d'intérêt. Mais en fait, ça marche exactement de la même manière si j'ai un cube ouvert ou un cube déployé. En fait, on se connecte au modèle via le serveur, donc le serveur SSAS, par exemple. Donc, en fait, vous utilisez Tabular Editor pour vous connecter à votre cube que vous souhaitez migrer. Voilà, qui est en local, en cloud, en Azure, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Là, ça vous permet de vous y connecter. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous connectez à tous les objets. Donc, vous avez la totalité des objets qui sont là, qui sont disponibles via Tabular Editor. Et en fait, vous ouvrez un Power BI vierge, vous ouvrez un
Deuxième tabulaire editor, qui celui-là va être connecté à ce tabulaire voilà, untitled, à ce modèle pardon, Power BI vierge. Ouais, bon, le petit message d'erreur par rapport à, enfin, warning par rapport à la licence. C'est la version gratuite de Tabular Editor, c'est pour ça qu'il m'a mis un petit prompt. Et en fait, bah, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il suffit juste de se dire, je vais copier tous mes éléments et je les mettre de tout. Alors, il faut le faire dans l'ordre, attention, hein. Là, je vais pas le. Faut d'abord mettre la data source, c'est le seul prérequis. Faut quand même ajouter la data source au Power BI Dataset, je vais aller un petit peu rapidement. Mais derrière, vous pouvez rajouter toutes les relations entre les tables. Vous pouvez les copier, évidemment, commencer par les tables. Les expressions également, donc s'il y a des mesures, pareil, vous pouvez toutes les copier très rapidement. Évidemment, c'est manuel, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je dois prendre mes petites mains, ouvrir mes connexions et en fait faire le transfert. Ouais, voilà. Je dois faire le transfert, mais en fait, ça, quelle que soit la taille du cube, ça prend à peu près le même temps. C'est méta, tu ne transfères pas les données. Exactement, exactement. Et après, on peut appliquer les modifications, ça va les importer dans le dataset. On est parti. Voilà. Et l'autre élément qui était plutôt facile, c'était celui-là qui me faisait plus peur. Moi, c'était OK, j'ai migré mes cubes, puis de mes 30 000 rapports faits par plein d'équipes différentes, parce que évidemment, ils étaient autonomes, hein, comme le disait Marie juste avant. Et moi, avec les mauvaises expériences, pas du tout par rapport à Power BI, mais par rapport à d'autres éléments où on se dit, OK, c'est même nom de table, même nom de colonne, OK, mais peut-être que les métadatas, les identifiants derrière, pour l'ordinateur, c'est pas la même chose. Et même si nous, humains, on voit que c'est Team Calendar, par exemple, pour lui, OK, c'est peut-être tout en erreur, pas le même mapping entre les colonnes et les objets. Et non, c'était facile. Il n'y avait aucun problème. Donc, il suffisait juste de changer la connexion, même quand c'était connecté en utilisant le même connecteur. C'est-à-dire que c'était connecté à un cube SSAS tabulaire. En fait, Dataset Power BI, c'est un cube SSAS tabulaire. Donc, il y avait tout à fait la possibilité de garder le même connecteur, de changer évidemment l'adresse du serveur, parce que c'est ça qui changeait beaucoup. Et puis, voilà, même les utilisateurs pouvaient le faire. On a mis une NodeUp à la disposition des utilisateurs pour le faire. Voilà, donc deux bonnes surprises. Merci, c'était comme ça qu'on met. Alors, évidemment, il y a plein de petites subtilités. On va prendre la question Yannick juste après. J'ai une question qui en plus n'était pas du tout préparée. Je me dis si finalement le problème c'est les 200 objets ou les je ne sais pas combien d'objets, est-ce qu'avec un Power Automate desktop, en enregistrant les clics, les CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser la migration avec une... Alors, moi, j'avais pensé à Power Automate, mais je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir tester cette solution. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Quel teasing pour un prochain meet-up. C'est magnifique. Magnifique. Bien. Non, on va encore d'autres sujets. Sérieusement, parce qu'en effet, ça paraît trop beau pour être vrai, donc il y a forcément des points de blocage ou des points d'éléments. Toi, Marie, dans ce qui avait conduit finalement au no-go, est-ce que tu peux nous citer un des points de friction qu'il peut y avoir avec cette méthode, hormis le fait qu'il faut le faire manuellement? Alors, nous, déjà, on était vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet à l'équivalent d'un outil de migration, tu vois, d'un assistant de migration? Déjà, moi, je m'étais pris un message, on n'a pas parlé, donc je pense que je m'étais pris un message d'erreur de Visual Studio, parce que réflexe de développeur Microsoft, j'étais partie sur Visual Studio. Donc, déjà, je n'ai pas pu le faire depuis Visual Studio. Donc, c'est pour ça que j'avais basculé sur Tabular Editor. Après, le seul vrai no-go, c'est qu'avec Charline, on cherchait ça, on cherchait à savoir si la migration était faisable en un clic et il n'était pas question en fait de faire des opérations manuelles. Donc, c'était arrêté là-dessus sur le fait que non, en un clic, ça ne fonctionne pas, quoi. Je ne sais pas si tu avais essayé toi avec Visual Studio. Non. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Enfin, si, mais je me suis dit, c'est mort, je ne veux pas utiliser Visual Studio. Non, et par contre, l'autre élément, juste, je ne suis pas sûr de l'avoir dit expressément, Marie avait utilisé Tabular Editor pour vraiment, je me connecte et je le redéploie. Pas le côté transvase. J'avais juste changé le serveur, en fait. J'avais passé sur mon workspace Power BI. Et c'est là où de publier comme ça un cube vers l'environnement Power BI, espace de travail, en fait, ça bloquait la réouverture via un Power BI desktop.
fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça, qui ont ce problème-là quand on utilise les XML endpoint en réalité, où justement, de passer sur ce mode de modification, ça verrouille finalement le modèle d'une certaine manière, via Power BI Desktop. De cette manière-là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, en fait, il faut vraiment se dire, j'ai créé via un nouveau cube, un nouveau modèle Power BI via Tabular Editor. C'est juste que lui, bah, les copies d'éléments, comment sont arrivés là, bah, ça aurait été un bloc, enfin, j'exagère un peu, mais ça aurait été la liste des mesures, peut-être dans un bloc-notes, j'aurais copié-collé le texte au fur et à mesure. C'était un peu pareil, là, c'est encore plus simple. Mais voilà. Donc, ça veut dire que toi, ton dataset, une fois que tu l'as emmené là sur ton workspace, tu peux le rouvrir avec tout à Power fait. BI Desktop. On a vraiment pris le soin sur beaucoup d'opérations de bien tester ça derrière. C'était ça le principal point de blocage, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un outil ou une méthode qui permet de migrer donc là en l'occurrence de SSS vers les Power BI datasets, avec lequel on puisse ensuite continuer à développer avec l'outil qu'on veut. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe quand on utilise d'autres techniques de migration où en fait, il y a une sorte de verrou qui est mis par Power BI parce que en fait, c'est pas possible il est vu comme un objet statique, je ne sais pas comment on pourrait dire, ou figé. Et donc là, cette technique-là est pour l'instant la seule dans tout ce que vous avez investigué qui permet finalement de continuer. Donc je le déplace, mais à vrai dire, je peux même tenter de dire, je le recrée. Parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu copies les métadonnées et tu le recrées ailleurs. Ce qui fait que comme il est tout neuf, ce n'est pas une migration, on peut donc le réutiliser avec Power BI Desktop ou avec d'autres outils. Il y a une question dans le chat qui va te faire plaisir, parce que c'est un point que tu allais aborder, donc peut-être qu'on la garde pour après avec quelqu'un. Non, alors oui, on va prendre dans l'ordre une question de Yannick. Oui, donc moi ma question est là, j'ai eu un élément de réponse là, c'était parce que je pensais au script XMLA avec XMLA endpoint, donc j'ai eu la réponse. Ma question. Ouais, alors XMLA, on en parlera un petit peu. On va parler d'autres outils au-delà de Tabular Editor, parce que ça va faire partie des points qu'on va aborder. Ceux qui en bas. On sait qu'il n'y a plus de partage d'écran online, mais c'est en mode interview, donc c'est pour ça. Vous voyez, c'est normal. Vous voyez, c'est normal. Donc tu disais, il y a une question online. Oui, qui va te faire plaisir. Donc, un dataset migré via Tabular Editor ou LM Toolkit, c'est supporté par MS. Un cube 1500 publié sur un endpoint XML, c'est supporté. Oui, parce que c'est vrai que tu n'as pas précisé, mais il y a aussi ça, on a un minimum une version minimum. En dessous de 1500, si on avait un cube tabulaire qui était un niveau inférieur à 1500, pour le coup, même avec ma migration en un clic, ça ne fonctionnait pas. J'avais un message très clair. Les versions, c'est ça. Pour éclairer les versions en général, donc si vous êtes utilisateur de Power BI et que vous utilisez Power BI Desktop et le service uniquement, à aucun moment vous voyez ces histoires de versions, mais derrière, quand on ouvre avec des outils comme Tabular Editor, en fait, oui, il y a des versions parce que le produit, il est quand même, tout à l'heure je disais SSS Tabular, c'est 2012, donc il y a 10 ans, donc forcément, vous savez bien que les fonctionnalités qu'il y avait il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais une dernière, c'est bien, on a étouffé la question du support. Moi, j'ai un avis, en tout cas, que je peux partager. Après, je ne sais pas si je ne pourrais pas prendre à défaut, on a oublié de lui dire qu'il y aura peut-être cette question aujourd'hui. Moi, l'avis que j'ai, c'est que si dans certains modes de migration, ça verrouille le dataset, c'est que quelque part, il y a des choses qui doivent être verrouillées. Donc, si ça a été fait, c'est forcément à dessein. C'est une perception de ma part. Et donc forcément, si on essaye de passer par la porte de derrière avec d'autres outils qui ne sont pas des outils officiels et supportés, évidemment, vous le faites à vos risques et périls. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut noter, c'est que ça permet d'aider, mais on n'est pas forcément sur quelque chose d'officiel. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose, Émilie, ou pas du tout? J'étais en train de répondre à Joël, justement. Il me semble que pour moi, c'est supporté, il me semble. Et il vaut mieux vérifier quand même. Si vous faites dans le cadre d'une migration, c'est toujours mieux de poser la question. Je vérifierai et je pourrais vous dire. D'accord, donc de poser la question soit à son référent Microsoft ou pourquoi pas au support, non? Ils ne sauront pas répondre. Si, au support, oui, bien sûr. Alors, ok. Bon, non. DC avait levé la main, mais la DC, et là par contre c'est Tristan qui a levé la main.
Alors, c'est peut-être pour soit intervenir ou prendre une question qu'on aurait oubliée. Vas-y, Tristan, si tu veux parler. Ouais. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Ouais, alors déjà, franchement, bravo pour le setup là, entre le switch, entre les écrans et la salle. C'est très, très agréable pour les gens qui vous suivent à distance. Donc franchement, bravo, là, on est proche d'un niveau professionnel. Pour en revenir au fond du sujet, il y a quand même un vrai sujet là-dessus sur ces histoires de compatibilité. Microsoft nous parle depuis plusieurs mois de ce fameux concept, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du desktop hardening. Donc, c'est-à-dire en fait la possibilité d'avoir des niveaux de compatibilité complètement alignés entre ce qu'on fait dans Azure Analysis Services, dans le service Power BI, dans l'édition d'un dataset Power BI dans le service et dans le desktop. Aujourd'hui, ce hardening n'existe pas et il pose quand même de vrais problèmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est ça qui empêche un si vous mettez de l'incrémental refresh sur un dataset Power BI, par exemple, sans même passer par du XML endpoint, juste vous faites de l'incrémental, vous définissez votre politique d'incrémental dans le desktop, vous le publiez dans le service, c'est à cause de ce hardening qui n'existe pas que vous ne pouvez même pas retélécharger votre dataset Power BI pour pouvoir ensuite le rééditer dans le desktop, rajouter des mesures, des colonnes ou des sources de données. Donc ça, j'aimerais bien avoir l'avis d'Emily ou de Microsoft là-dessus, de où on en est sur ce concept de hardening. Et puis, question aussi pour Thomas et les speakers de ce soir. Peut-être que vous avez prévu d'en parler dans la suite de la session, mais à cause de cette contrainte-là, comment vous faites pour continuer à faire évoluer le cube quand les évolutions du cube sont autres que rajouter des mesures? Si vous devez rajouter, par exemple, des sources ou des colonnes, vu qu'on n'a pas la possibilité de ensuite récupérer le cube dans le desktop, est-ce que ça veut dire que vous rebasculez sur du Visual Studio en déployant dans le XMLA Power BI? Enfin voilà. Alors, Comment on n'a vous vraiment gérez pas eu cette le problème. partie-là du coup? Moi, là, dans tous les tests que j'ai faits, sur toutes les méthodes que j'ai appliquées, justement, j'ai toujours fait attention. Est-ce que derrière, on peut retélécharger est-ce qu'on peut réouvrir le modèle avec Power BI Desktop? Et j'ai pas eu ce problème-là. Donc, je ne saurais pas exactement te dire par rapport à toi ce que tu avais fait, les contraintes. Mais là, tout ce qu'on a pu faire, il n'y avait absolument pas de souci, même les appels d'API, etc., il n'y avait pas de problème. XML endpoint, il y a des problèmes. C'est là où. Oui, c'est tout le point de ce Rex, en fait, c'est que il y a plein de chemins, un peu dans le labyrinthe des façons de faire. Oui. On se retrouve bloqué, on ne peut plus faire évoluer. Et là, en fait, en passant par ce copier-coller, finalement, on arrive à trouver un petit peu la voie. Après, il y a peut-être, même si tu as fait le tour, on verra avec d'autres fonctionnalités, il y a peut-être demain un truc qui va aller. Une question éventuellement pour toi, Émilie? Alors, j'ai pas l'info là, mais je peux laisser le prochain meet-up pour qu'on fasse un petit point sur l'avant. On t'invitera à un prochain meet-up où tu nous expliqueras cette notion de hardening. C'est voilà, le mot est lâché, on va pouvoir faire ça. Il n'y a pas d'autres questions, Yannick? Non? Non, je disais juste ce que j'ai retenu, c'est qu'en passant par le script, il y a de verrouiller. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment s'il y a quelque chose que vous devez retenir qui est assez simple, c'est que vraiment XML endpoint, c'est super pour plein de raisons, mais là clairement on perd la main sur l'utilisation de Power BI Desktop derrière. Voilà. Alors justement, et je vais repartager le slide, mais sur le slide, il y a un joli logo XML endpoint. Oui. Globalement. Ça fait partie des tests. Donc il y a quoi derrière? Parce que j'imagine que c'est pas le déploiement du cube. Hop. Alors là, c'était vraiment ça, c'était la cible. Donc c'était ce que souhaitait voir le client. Et on a testé beaucoup de choses, notamment sur la partie CICD, parce qu'à la limite, on peut continuer sur cette partie-là, où il y a beaucoup de choses qui existent. Rien de complètement natif, malheureusement, à l'heure actuelle, dans le sens où, déjà, à aucun moment, on ne peut on peut travailler à plusieurs sur le même fichier Power BI. Le développement en parallèle de plusieurs personnes, ça, c'est un gros no. Et de mon côté,
je n'ai pas trouvé de manière de contourner ça. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas quelle est votre expérience là-dessus, mais moi, sur chaque projet, il y a au moins une fois le problème avec quelqu'un qui travaille, on est à plusieurs à travailler sur un fichier, se fait des passations, on essaie d'être rigoureux. Au moins une fois, ça arrive, quelqu'un a pris la mauvaise version parce que problème de synchronisation avec je ne sais pas trop quoi, et il y a une petite mesure qui part que quelqu'un avait fait, et on ne la retrouve pas, et puis voilà, on a perdu une partie du travail. Donc ce côté-là, c'est vraiment embêtant. Alors il y a quelques tips qui peuvent exister, alors dont des choses qui existent déjà très facilement, notamment sur Teams et SharePoint. Parce que vous pouvez vous faire un check-in, check-out sur des fichiers. C'est pareil dans Power BI, enfin sur des fichiers Power BI. Vous pouvez très bien dire via l'interface de base de SharePoint, depuis une fonctionnalité qui doit exister depuis quelques années, juste au moment avant d'ouvrir un fichier, vous le verrouillez pour vous. Vous prenez la main, vous l'éditez et après vous faites un check-out. Vous pouvez rajouter une petite descriptive de ce que vous avez fait. Donc c'est pas ultra industriel, mais ça a le mérite d'exister, de répondre, de faire le job, par exemple. Il y a les pipelines de déploiement. Marie, elle adore. Et moi, j'aime bien les pipelines de déploiement parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu ce côté-là. On a commencé à regarder avec un autre client et je me dis que c'est un premier pas vers tout ce qui est CD en l'occurrence, c'est-à-dire d'avoir des déploiements un peu plus automatisés et qui check aussi si des choses ont changé ou pas entre les différents workspaces, les différents éléments, etc. C'est vrai que moi, je trouve que les pipelines sont déjà une bonne avancée et de toute façon, migration pas, ça marchera à la vie. D'accord. Là, en l'occurrence, utiliser les pipelines de déploiement, il n'y a pas d'incompatibilité ou de Enfin, sauf si tu dis contraire, mais je vois pas pourquoi. contre-indication. Non, mais il y avait, alors je ne sais plus dans quel cas. Là, j'ai un trou de mémoire. Si mais tu récupères bien tes objets, dataset, rapport, etc., normalement, ça doit pouvoir ouais. se mettre dedans. Mais je ne me souviens plus dans quel contexte. Il y a une fois un noté sur le pipeline de déploiement, là j'ai un trou de mémoire, je suis désolé, où c'était verrouillé pour le coup. Une fois qu'on avait passé par les pipelines de déploiement pour déployer notre modèle, on avait eu un verrouillage, mais ça arrivait une fois et j'arrive plus à me souvenir dans quel cas. Je regarderai, je vous mettrai un moment sur le slide qu'on mettra à disposition. Il y a une question qui dit est-ce qu'on va parler des coûts? Non. Voilà. Je regarde enfin, je réfléchis si moi je peux en parler, mais il faudrait voir quelle est la question exactement derrière. On vous laisse reformuler. Oui, voilà. Je reviens juste sur quand même, pour bien comprendre, la conclusion là sur GitHub XML Endpoint, puisque l'XML Endpoint est un point de blocage et on essaye de ne pas l'utiliser en tout cas pour garder cette comptabilité. Mais tu utilisais pourquoi par exemple mettre un refresh ou gérer la sécurité par exemple, enfin, dans quel cas tu l'as utilisé? Parce que s'il est dans l'équation. Alors, XML Endpoint, en fait, il était dans l'équation parce qu'il était vraiment dans les éléments qu'on voulait évaluer. Parce qu'on savait que c'était une possibilité avant qu'on commence l'étude. Ça, c'était vraiment le schéma cible, pas final après l'étude, c'est avant l'étude, en fait. C'est à l'initialisation de l'étude. Donc, il y avait cette possibilité qui permet de faire beaucoup de choses. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais avec la grosse contrainte de ça déroule. Donc, on a essayé de contourner ça. En réalité, on a essayé de contourner ça. On a toujours présenté les différentes possibilités aux clients, c'est-à-dire qu'on a gardé la présentation de la partie XML, ça marche, il n'y a pas de problème, mais avec la contrainte que vous connaissez maintenant. Là, le but, c'était de voir, notamment, il y avait deux features importantes pour eux, le backup restore des jeux de données et la gestion des rôles. Ça, c'était important pour eux parce que la partie backup, c'était pour avoir des versions des cubes non mis à jour parce que pour des raisons notamment d'audit, par exemple financier, il ne fallait pas que les données soient rafraîchies et c'était plus simple de gérer comme ça que de faire différemment dans la base de données, on va dire ça comme ça. Et là, en fait, il y a plus de solutions que de problèmes. C'est possible de le faire en XML, c'est possible avec des API. Il y a même une nouvelle feature qui est arrivée pendant l'étude, alors qu'on n'a pas vraiment testé, mais qui est arrivée, je crois, d'ailleurs, qui a été complétée il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être le mois dernier, pour rendre assez facile les backup restore. Mais là, juste de faire avec des API une copie en fait, du modèle avec les données à l'intérieur,
de le redéployer dans un autre espace de travail où on allait empiler des versions. Ça faisait le job et c'était tout à fait consistant avec leur écosystème par rapport aux outils. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, ils utilisent Airflow. Alors, je ne connaissais pas jusque-là, mais apparemment, c'est un outil d'orchestrateur qui permet d'appeler des différents jobs, processus, actions, etc. Et de les ordonner, où on peut faire notamment, entre autres, du Python. Et en fait, pareil, on peut appeler les API de Power BI via des scripts Python. Et donc, ils étaient absolument aux anges de pouvoir voir ça, parce que du coup, ça s'intégrait absolument dans leur outil. Ça, c'était aussi une bonne nouvelle. Et du coup, ça nous donnait l'espoir justement de se dire, dès qu'il y a des API, on va pouvoir les intégrer là-dedans de manière très simple, sans aucune contrainte, en tout cas aucune qui les impactait eux. Et en fait, pendant l'étude, plein de nouvelles API sont arrivées au fur et à mesure, donc, qui ont facilité en plus le travail au fur et à mesure, puisqu'en 3-4 mois d'études au total, parce que c'est un petit peu, ça s'est un peu étalé, il y avait 3 mises à jour de plus de Power BI avec son petit lot d'API. Donc ça, sympa. Notamment parce qu'on sait, l'un des points qui est assez complexe à gérer, qui nécessite d'outiller, de mettre du process derrière, c'est jouer avec les permissions, rajouter des gens dans des groupes, dans les bons groupes qui vont bien. Donc ça, c'est plutôt XML Endpoint. Et c'est ça ces nouvelles API que maintenant vous utilisez? Oui, alors là, c'est un gros enjeu. D'ailleurs, c'est la moulinette de Marie qu'avait créé Marie qui permettait de gérer la liste d'utilisateurs. Alors, ça a été un point où on a trouvé des solutions de contournement, mais clairement, c'était une des solutions à migrer par rapport à eux. Enfin, dans le sens, il fallait changer de mode up pour deux choses. La première, en fait, ils avaient des rôles de sécurité et ils repeuplaient des listes d'utilisateurs poussées grâce à du XML. Juste, je me souviens bien, il y avait une histoire qu'on ne pouvait pas utiliser des comptes, on ne pouvait pas se baser directement sur l'Active Directory, parce que sinon on serait parti là-dessus en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils n'étaient pas synchronisés sur l'Azure AD encore. Et justement, là, dans l'étude, ils disaient qu'ils allaient passer là-dedans, donc il fallait qu'on voit ce que ça allait changer et permettre de faire. Mais là, ils continuaient de gérer vraiment avec des listes d'utilisateurs de comptes un peu à la main et c'était pas très bon. Après, la petite moulinette qui permettait de faire ça marchait très bien. C'était développé par eux-mêmes. Je crois que ça devait être appelé sur du PowerShell, ce qui n'était pas le cas quand tu étais parti, mais ils avaient un petit peu modifié pour que ce soit appelé via du PowerShell. Et ça faisait le job. Mais là, c'était pas trop le but. Clairement, la cible, c'est gérer des listes de rôles avec des groupes Office et peupler vos groupes Office avec potentiellement des petites routines, etc. Parce que là, ça allait être pas avoir d'impact pour verrouiller le Power BI, parce que c'était géré par la couche d'administration d'Office 365, par l'AD, quoi. Et à contrario, on pouvait, ça marchait avec en XML, aucun problème. Appeler aussi en Python via Airflow, aucun problème. Hein, tout est bon. Ça verrouille le Power BI, évidemment. Voilà. Donc, à chaque fois, trouver des solutions de contournement. C'est ça. Et donc là, c'était là où la gestion des rôles, ils avaient un truc qui marchait. Ça, il fallait le changer parce que ça allait avoir des contraintes trop grandes par rapport à. Donc, un point important dans la méthode, ou en tout cas dans la méthodologie que tu as utilisée pour cette migration, c'est de lister finalement un peu toutes les fonctionnalités d'interaction avec le cube, enfin avec le cube, et de tester si elles fonctionnaient toujours avec les Power BI datasets. Si oui, il n'y a pas de souci, et sinon, trouver une solution de contournement. Je confirme que c'est la méthodologie. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Je regarde les messages de Tristan. Il y a beaucoup de questions dans le chat là-dessus de savoir est-ce que toutes les fonctionnalités qui sont présentes aujourd'hui dans AS sont bien reprises dans Premium, les Premium. Et Tristan demande et pourquoi pas du coup avoir fait une migration sur Azure Analysis Service plutôt que directement les datasets. Ça fait dû faire partie de l'étude et ils n'ont pas voulu. Mais en tout cas, pour répondre à la première partie, nous, on avait aussi traité ce périmètre-là avec les GDDP. Et oui, aujourd'hui, les datasets Power BI, pour peu qu'on soit sur Premium, c'est aussi pour ça que voilà,
intègre toutes les fonctionnalités que offre la dernière version de SSAS tabulaire et plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, quitte à faire une migration, d'aller directement sur... Oui, et si je me souviens bien, l'un des points qui avait fait que tu parlais de no-go tout à l'heure dans la première étude que tu avais faite, il y avait le fait que les utilisateurs doivent pouvoir faire ce dernier kilomètre, rajouter une mesure, etc., ce qui est plus compliqué quand on a un cube sous Azure Analysis Services. Ça, c'était... moi, quand j'ai laissé ce contexte-là en 2019-2020, effectivement, on était encore ils ne pouvaient pas rajouter quelque chose facilement. Et c'est pareil, là-dessus, il y a une nouveauté Power BI qui change un peu la donne. Oui, finalement, le modèle Composite pourrait très bien combler cet élément, mais le fait de leur mettre des Power BI datasets donne la main, et finalement, c'est bien les utilisateurs qui le gèrent, qui redéploient. Ils reprennent le Power BI desktop, ils n'ont pas ce type de blocage. Le refresh, comment tu le reparamètres? Parce que j'essaie de trouver des choses qui migrent pas ou qui migrent mal, parce que l'idée, c'est aussi dans ce retour d'expérience de faire ça. Est-ce que... Alors, soit en configurant via API, soit en le refaisant à la main, mais quoi qu'il arrive, il y avait une action de refaire la configuration, parce que là, il n'y avait pas la possibilité de reprendre ce qui était fait, parce que là, pour le coup, c'était assez différent pour lancer les différentes... les refresh des cubes. Je ne me souviens même pas s'il y avait des partitions derrière, pour être tout à fait franc. Mais clairement, là, c'était trop différent, et le temps à passer pour configurer quelques datasets en termes de refresh, que ce soit avec des API ou avec l'interface de PowerBI.com, c'était vraiment pas un enjeu, et on n'a pas pris beaucoup de temps pour étudier ça. Et là, on est sur un argument que tu as dit au début, c'est que le contexte, forcément, si je dois migrer 200 cubes ou 2000 cubes de façon industrielle en moins de X temps, forcément, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là, ça aurait pu être un critère qui fasse un no-go ou autre chose. Mais comme tu dis, il y a des API aussi qui permettent de le faire. Donc, c'est juste que tu dois prévoir plus d'outillage pour préparer ta migration, mais tu dois l'avoir anticipé parce qu'il y a un moment, il faut que tout marche. Exactement. Mais à la limite, ça, je pense que ça s'automatise pas trop mal avec du script et de l'API, soit avec du Python ou autre, pour automatiser les différentes connexions avec des listes, des choses comme ça. Je pense que ça doit pouvoir se faire. Voilà. Je vais pas tester plus que ça. OK. Tous les rapports, côté rapport, donc juste changer la chaîne de connexion. Pardon, pour les rapports? Pour les rapports, juste changer la chaîne de connexion. Exactement. C'est-à-dire en utilisant même le même connecteur, encore une fois, il n'y a rien à changer autre que l'adresse du serveur, l'URL de connexion auquel se connecter pour le dataset. Voilà. Moi, j'ai une dernière question. Après, on pourra prendre. N'hésitez pas. Hein. Vous avez le droit aussi de lever la main directement dans la salle. En termes d'autres outillages qu'il peut y avoir, donc Tabular Editor est un des outils. Je sais qu'il y a un numéro au mois de mai, le Club Power BI de Bruxelles va faire un spécial extension et outillage autour de Power BI. Tout marche bien, on est avec la technique. Alors en fait, ça dépend pourquoi on les utilise. Donc il y a un certain nombre d'outils tiers qui existent autour de Power BI. Tabular Editor en est un, ALM Toolkit qui a été mentionné tout à l'heure en est un autre, qui sont créés par la communauté ou par des personnes qui ont pignon sur eux, qui font très bon travail. Merci Marco Rousseau, qui en a sorti un nouveau d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, que je n'ai pas testé, donc je n'en parlerai pas. Globalement, ça marche bien, mais ça dépend de l'usage dont on en fait. C'est-à-dire que ALM Toolkit, on pourrait migrer, mais en fait, pas vraiment tout, et c'est là où c'est un petit peu différent. Mais personnellement, je l'utilise beaucoup plus pour du contrôle entre deux versions de Power BI, notamment deux versions, j'entends, d'un modèle. C'est-à-dire, par exemple, de comparer un modèle qui a été publié avec une nouvelle version qu'on est en train de développer. C'est de voir les plus-moins, c'est très facile, c'est comme comparer deux bouts de code par un outil. Vous voyez très concrètement les nouveaux objets qu'il y a, ce qui a été modifié, ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins, etc. C'est plutôt facile à utiliser comme ça. Il y a d'autres usages, je ne les ai pas trop poussés, voilà, parce que pour moi, Tabular Editor répondait au job. Après, on ne va pas trop empiéter sur le meet-up de mai, mais globalement, ça marche plutôt bien et c'est plutôt pratique. Voilà. Ok. J'ai une question qui n'était pas prévue, attention. Dans ce projet de migration, la phase justement de test, de contrôle, une méthodologie particulière ou
Ou juste on appuie sur le bouton, on met le cube et puis on appelle les utilisateurs et on leur dit bon, vous allez vérifier si ça marche. Globalement, ALM déjà permettait quand même de comparer les deux scripts parce qu'on pouvait le faire aussi via le cube, donc ça permettait aussi de lister ça. Non, sinon, le but c'était, en fait, il y avait tellement de choses qui étaient faites à la main des utilisateurs. La stratégie, c'était plutôt de dire, OK, on fait nos tests unitaires sur les cubes, on vérifie que tout va bien, qu'il y a bien tous les éléments, que les rapports IT, eux, fonctionnent bien, qu'il n'y a pas eu de régression. Et après, le but, c'était pas de kill du jour au lendemain le cube AS en cliquant sur un bouton. C'était de laisser aux utilisateurs le temps de faire la migration. Donc, en gros, ils ont leurs rapports qui sont connectés à l'ancien cube on-prem. Il y a le nouveau dataset qui est mis à disposition, on leur dit let's go, en fait, respectez ce mode-up, allez faire le changement de connexion et vérifiez que tout marche bien. Et en fait, vu qu'il y a un tel nombre de rapports, on ne comptait plus sur les opérations de chaque personne à sa petite échelle de gérer et tester sa poignée de rapports personnels que de tout centraliser et de prendre un temps astronomique pour le faire, effectivement. Mais c'était tout, enfin, ils étaient très rassurés du fait qu'on est sur du tabulaire dans les deux cas. Hein. Finalement, c'est la même technologie. Donc, il y avait quand même peu de raisons, à moins d'une mauvaise manip, de tomber sur des problèmes là-dessus. Plus sur les rôles de sécurité, il y a beaucoup plus de choses à faire, mais ça se teste bien. Question, oui, sur la volumétrie. Le projet représente quelle volumétrie en termes de données et au niveau des rapports, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau de l'actualisation des rapports? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Donc, ils étaient sur du premium, ils sont toujours sur du premium, mais jusque-là, ils n'administraient peut-être pas très bien leurs capacités. Donc, quand on a commencé à mettre nos propres cubes sur l'espace de travail, on a vu des anomalies. C'est-à-dire que de temps en temps, ça se passait très bien, de temps en temps, ça tournait en boucle et ça mettait des heures et des heures pour pas le faire. En fait, on a plus remonté un problème d'administration et de gestion de la capacité. Ils ont pris le point et la semaine d'après, il n'y avait plus aucun problème. On parle de cubes qui mettent, pour le plus gros, je crois, 20-25 minutes à se mettre à jour, ce qui n'est pas énorme, avec quand même pas mal de volumétrie. Tu te souviens un peu parce que moi, je n'ai pas trop regardé ça finalement. Non, je ne pourrais pas être sur la volumétrie. Mais on allait chercher quand même dans. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je ne parlerai pas de la source de données, sur quoi c'était, etc., par rapport aux clients, mais globalement, c'est plutôt volumineux. Voilà, c'est plutôt des bonnes volumétries. Et en termes de Tera ou en termes de gigas? Alors, compressé dans le cube, ça reste des gigas. D'accord. Ça donne une idée déjà. Tout à fait. Oui, c'est important de noter parce que dans l'organisation, là, je ne parle même pas de quel outil on va utiliser, mais dans l'organisation, si on va se poser la question de migrer avec les données ou de migrer sans les données et de les recharger, avec le fait que si ça va prendre 10 jours, 20 jours à recharger, il faut l'élément. Donc, dans ce que tu disais, double run, oui, exactement. Donc, en fait, ça met moins de pression forcément. Donc, on est plus à l'aise pour justement tranquillement pouvoir migrer, faire les tests, vérifier que tout fonctionne. C'est des points importants aussi quand on choisit sa méthode de migration et en effet le volume. Il y a Fanny qui demande c'en est où de la migration? Là, c'est tout fini. SSS est décommissionné C'est la grande question que j'ai posée à Thomas quand il m'a raconté. J'ai dit, et du coup. Ils ne sont pas plus pressés que ça. Ils ont d'autres sujets sur le feu qui sont plus prioritaires, mais globalement, ils sont en train de lancer le sujet et je crois qu'ils ont commencé à migrer. En fait, nous-mêmes, pendant le sujet, au début, on avait dans l'étude, on avait justement un POC pour bien vérifier que tout se passe bien. En fait, X7Zel, je crois qu'on a migré 3 cubes, donc quasiment la moitié. Donc théoriquement, même si on n'a pas fait tous les contrôles ultra rigoureux de régression, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire, dans les grandes lignes, c'était bon. Et en fait, la moitié du travail est déjà fait. C'est plus le côté organisation, justement, ça change pas mal de choses, notamment pour les gestions des rôles de sécurité, etc. C'est pas tant la migration en elle-même qui pose problème, les cubes. Il y a après le temps de reconnecter tous les rapports et de laisser suffisamment de marge de manœuvre aux utilisateurs pour ça. Ça prendra forcément quelques mois. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà, après, il y a d'autres sujets qui doivent être arbitrés en amont avant de se lancer là-dedans pour eux.
Ouais, mais tu pars quand même d'un postulat d'avoir trouvé cette technique, en tout cas utilisé, validé cette technique qui est quand même au cœur des éléments. Après, en effet, tout le contexte, toute l'organisation, toute la méthodologie de migration, à vrai dire que ce soit avec ça ou même potentiellement une base de données ou même autre chose, on est quand même sur les mêmes principes à tester, valider, confirmer, valider qu'on n'a pas de régression et planifier surtout pour tout ça. C'est planifié, oui. Est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles tu souhaites nous mettre en garde ou préciser sur ce projet, cette migration? C'est vraiment le côté CICD, moi, qui reste encore trop light pour moi, pour un environnement vraiment full IT. Ne pas avoir, bon là, peut-être que tout le monde ne connaîtra pas, mais ne pas avoir, comme dans Visual Studio, du TFS pour pouvoir être plusieurs à travailler sur le même objet, se répartir un petit peu les éléments. Tiens, moi je suis en train de modifier des éléments dans cette table, toi dans une autre, et d'être plusieurs à travailler sur le même modèle, quand on est un petit peu tech, c'est quelque chose qui manque, quoi. C'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve. Donc c'est vraiment cette partie-là. Après, en fait, il faut être, et c'est pas un problème pour ce client, il faut être quand même un petit peu débrouillard au niveau justement d'API, de scripting pour pouvoir mettre en place vraiment peut-être un espèce d'environnement type Azure Pipeline, parce que ça marche aussi, hein, les Azure Pipelines. Finalement, c'est les pipelines de déploiement Power BI, mais en custom que vous mettez de vous-même. Faut être débrouillard quand même, faut pas avoir trop peur. Ça reste une solution que vous allez développer vous-même. Donc, côté maintenance, etc., il y a quand même des risques, hein, faut l'avoir en tête. Voilà, moi, c'est plus ça sur lequel je mettrais plutôt en garde, parce que finalement, vraiment de passer côté Power BI Dataset, alors même si et Tristan a raison, il parlait de la RLS, gestion des rôles avec des rôles dynamiques, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Il a entièrement raison, mais le but, ce n'est pas de modifier leur queue, c'était de voir la solution de migration. Donc, ils vont peut-être avoir des choses à modifier là-dedans, mais globalement, la migration des cubes en eux-mêmes, la reconnexion des rapports, c'est comme le noyau dur du sujet, ça marche comme sur les roulettes. Donc, clairement, c'était une très bonne nouvelle et plus facilement que ce que j'escomptais. Voilà, et les API, il y a quand même beaucoup de choses. C'est peut-être ça aussi à voir selon votre propre environnement, vos propres contraintes, vos propres besoins. Est-ce que toutes les API sont là par rapport à ce que vous voulez faire? Je pense qu'elles vont venir, hein. Je suis assez serein là-dedans, c'est juste que je ne sais pas quand, évidemment. Donc, il continue d'y avoir des mises à jour tous les mois. Mais à la limite, c'est peut-être ça qui peut être un frein pour se dire on ne peut pas y aller maintenant parce que je dois attendre qu'il y ait telle ou telle API. Mais à part ça, c'est quand même très, très riche. Tu l'as abordé un peu, Power Automate, ça ouvre aussi des portes. Voilà. Il y a Tristan qui a une question et je te donne encore 2 petites minutes de patience. Marie, toi qui as fait cette étude, d'ailleurs, on partagera le lien, mais sinon vous cherchez GDDP, Gentil Développeur Data Platform, qui est une autre communauté plus data, hein, c'est un peu plus technique pour le coup. Tu avais une conclusion différente. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui ne pourrait pas marcher dans le contexte de Thomas et auquel on pourrait soit lui poser la question, soit réfléchir ensemble? Ou est-ce que globalement, tu penses que ça peut le faire et que ça aurait pu être une solution? Tu aurais pu envisager toi? Ouais, je vois surtout qu'on n'avait pas le même contexte en tête. Parce que tu vois, préparer ce meet-up avec Charles-Henri, c'était aussi avoir le contexte Air Liquide derrière, donc qui ont 200 cubes. Et il ne voulait pas rentrer dans une maintenance avec trop d'opérations manuelles. Être bidouilleur et aventurier, comme vient de nous dire. Exactement. Donc, à partir du moment où tu mets ça, et aussi, je ne veux pas utiliser trop d'outils tierces parce que je ne sais pas si jamais il y a un problème demain, si ce n'est pas maintenu, etc., comment ça se passe. À partir du moment où tu mets ces 2 éléments, je pense que c'était assez logique qu'on aille sur le no-go. Mais en même temps, quand tu prends le contexte de Thomas, avec moins de cubes et avec un tabular editor qui fonctionne plutôt pas mal en copier-coller, je me dis que tu vois, ça se détend aussi. Je pense que ça va être une question de contexte, en fait. Et de savoir le compromis qu'on est prêt à lâcher, sur ça. Tristan, tu avais une question? Il y a une discussion intéressante avec Guillaume dans le chat, on pourra peut-être en parler en fin de meet-up.
Non, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, j'aurais aimé vous poser une question là-dessus. L'un des avantages de cette architecture par rapport à l'ancienne, c'est que maintenant le cube, enfin le modèle sémantique est fait dans Power BI. Et donc, vous pouvez donc utiliser les modèles composites V2, c'est-à-dire la possibilité de créer un rapport Power BI qui croise les données du cube Power BI, soit avec un autre cube, soit avec des fichiers à plat, chose que vous ne pouviez pas faire avec un cube SSAS. Tout à fait. Est-ce que du coup, est-ce que ça a motivé aussi la migration, ce truc-là? Et est-ce que vous avez des cas d'usage en prod avec ce nouveau mode de fonctionnement? Alors, c'était un des points de l'étude. On allait forcément un petit peu en parler, mais merci pour la passe décisive, parce que ça va être justement l'objet d'un futur meet-up qu'on va organiser en juin, très spécifiquement sur les composites modèles V2. À Lyon, si tu veux venir, Tristan. Voilà, tu peux venir. Donc, on traitera vraiment de ce sujet-là, les composites modèles, parce que effectivement, quand Thomas m'a parlé de ça, je me suis dit, et je sais que le client le sait, cette feature-là, ça répondait parfaitement à leurs besoins. Le problème, quand même, c'est qu'on n'est toujours pas en JA. Donc, on en parlera un peu plus en détail. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que toi, tu fais, Tristan, mais moi, aujourd'hui, j'ai encore du mal à le pousser parce que j'ai peur que ça revienne en arrière ou qu'on n'est pas encore totalement safe là-dessus. Et pour compléter pour ce client-là, donc on a fait un certain nombre de tests, de présentations pour voir un petit peu les cas d'usage et comment on pouvait l'utiliser. Comme tu l'as dit, il y a eu une V2 qui est arrivée et qui changeait beaucoup la donne. Et c'est ce que je leur ai présenté. On a fait un gros atelier dessus. Ils en étaient très contents. Et alors, je ne sais pas trop, mais j'ai même senti qu'ils n'avaient pas forcément à attendre la JA pour commencer à un petit peu pousser le mode up, notamment depuis la nouvelle mise à jour de octobre, je crois, dernier. Voilà, donc ça, l'intérêt, c'est quoi juste pour que tout le monde soit sur la même page, même si encore une fois, on présentera très en détail c'est les composites modèles dans Power BI, c'est de se dire, j'ai une source en connexion en direct qui va être par exemple un cube ou un dataset Power BI, et en plus, je rajoute d'autres sources de données. Donc c'est ce côté hybride qui vous permet d'avoir donc une source, on va dire, organisationnelle. Vous n'avez pas la main pour modifier le cube sur lequel vous êtes connecté en direct. Vous ne pouvez pas modifier les mesures, les calculs, les tables, etc. Vous êtes tributaire de ce qu'on vous propose, de ce que l'IT notamment va vous mettre à disposition. Mais pour autant, vous pouvez actuellement, en activant donc la version qui est la feature qui est en pré-version, vous pouvez donc rajouter d'autres sources. En fait, ça va vous créer un autre dataset qui se base sur un dataset plus d'autres sources de données. Et ce qu'il faut voir, c'est que, attention, saute-mouton de cube, vous pouvez faire un cube de cube, deux cubes de cube. Je crois que la V1, c'était sûr qu'à partir de 3, il fallait s'arrêter, ça ne marchait pas. Je ne sais pas s'il y a toujours la limitation, mais au bout de 3 enchaînements, voilà, faut arrêter en termes de perf. Voilà. Et donc, voilà. Je vois que Guillaume, tu avais une question et moi je terminerai avec une question aussi sur les... Rapidement, elle est peut-être mal posée, mais je la pose quand même. La partie self-BI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle très technique, etc., mais d'un point de vue métier, c'est quoi la contrainte qu'on peut avoir sur le terrain? Le mec qui veut rajouter son petit fichier à côté, bon, on est dans le composite, etc., mais est-ce qu'il peut y avoir des limites, des contraintes, des risques, des problématiques, qu'on peut rencontrer des choses comme ça? Alors là, eux, ils s'appuyaient vraiment sur la possibilité d'utiliser les composite modèles pour pouvoir répondre à ça et donc de laisser la main aux utilisateurs de pouvoir justement rajouter les sources de données qui leur a été nécessaires sans le mettre dans les cubes. Est-ce que tu vois une limite ou pas? Parce que est-ce que si tout le monde commence à faire des choses dans son coin, est-ce qu'il peut y avoir des périodes de performance à un moment, des problèmes de choses comme ça? Oui, évidemment. Ça, c'est le gros sujet. C'est le sujet que partage aussi Marie par rapport à ça. C'est qui dit self-BI, globalement, quand on oublie 2 secondes les cubes organisationnels faits par l'IT, tout joli, tout beau, tout propre, et on se dit, je donne la main à mes utilisateurs de faire du Power BI et c'est freestyle, ils font ce qu'ils veulent.
Normalement, si on ouvre ce qu'il y a derrière, on fait une attaque. Quoi. Voilà, c'est pas les bonnes pratiques, c'est globalement il y a quand même globalement, c'est pas les meilleures pratiques de Kimball qui vont être respectées dans le data warehousing. On va pas se voiler la face. Mais ils sont très malins pour mettre en place des solutions qui leur permettent de répondre à leurs problèmes. Et c'est l'idée. Mais du coup, là, dans de l'hybride, pour te répondre, Guillaume, si tu as ton modèle bien propre d'un côté et que tu veux rajouter des sources à côté, bah, clairement, l'utilisateur métier il doit être suffisamment averti et formé sur la modélisation de ce premier modèle pour ne serait-ce que savoir comment relier finalement de nouvelles données à ce modèle existant. Il rajoute n'importe quoi, un fichier de budget, voilà, à un moment, comment je le relie à le reste de mon modèle, bah, ça, il va devoir être capable de le faire. Est-ce qui quand même implique après une formation? Et est-ce qu'une question, pardon Marie, dernière chose, est-ce qu'il faut donc, c'est un peu stupide, mais est-ce qu'il faut donc documenter, avoir un dictionnaire d'entreprise pour dire ce tel champ-là, tu peux utiliser dans tel code de figure? Comment vous avez fait votre migration? Est-ce qu'un QBCSS c'est fait pour être... Oui, et de ce côté-là, ce client a des data stewards et une organisation par rapport à ça, mais non, mais par rapport à la doc. Il y avait des utilisateurs déjà avertis puisqu'ils construisaient eux-mêmes. Alors oui, déjà, il faisait déjà des ajouts d'éléments, alors pas dans le cube, évidemment, mais il faisait de l'import sur le cube pour ajouter après d'autres fichiers. Donc, une grosse partie des utilisateurs savent déjà un peu comment faire ce genre de choses. Et après, oui, chez ce client, il y a pas mal de documentation qui sont faites. Il y a une grosse emphase qui est faite justement pour être capable d'accompagner finalement le change au niveau des différents métiers pour s'il y a des nouveaux objets, des nouveaux cubes, des nouveaux domaines de data, etc., où ils sont plutôt accompagnés. D'accord. Et en fait, c'est la clé du succès. Moi, à mon sens, au-delà même de ça, de ce sujet-là, la clé pour une self-BI de qualité, ça reste ça. Ça reste un vrai accompagnement auprès des métiers avec potentiellement un centre d'excellence data, Power BI, etc. Ce qui veut dire, communauté interne. Ce qui veut dire, Thomas et Marie, à votre avis, c'est que la bonne pratique, c'est quand même de faire remonter les besoins métiers au fur et à mesure dans un truc propre fait par l'IT, par la squad data, ce que tu veux, à la fin quand même. C'est éviter d'avoir des trucs de partout ou... Il y a plusieurs cas d'usage. On s'éloigne un petit peu du sujet là, mais c'est intéressant. Après, il y a plusieurs cas d'usage, il y a plusieurs philosophies. Moi, je pense que les deux peuvent être. Je pense qu'il faut trouver un compromis. Les deux doivent être le cas. C'est-à-dire que si des gens font des trucs dans leur coin et que personne ne fait la même chose, industrialiser 10 000 sujets, c'est peut-être pas la bonne idée. Par contre, si plein d'utilisateurs ont le même besoin, ils font un peu la même chose de leur côté, finalement, ce qu'ils ont fait, ça sert de spec et on est capable de le monter et de l'industrialiser pour tout le monde. Et il y a encore des sujets à droite et à gauche qui seront extrêmement custom ou précis pour une équipe particulière et l'investissement pour le mettre dans l'IT global, on va dire, ça va pas être ça, quoi. Voilà. Okay, merci, top. C'est mon avis. Il y avait, tu as éludé le sujet des coûts. Moi, je ne sais pas si la personne veut bien repréciser sa question, mais j'avais précise parce que j'avais littéralement lu la question qui était est-ce qu'on va parler des coûts? Non, mais en fait, c'est quoi la question? Est-ce que c'est SSS versus Power BI SSS versus AAS versus Power BI? Sur cette partie-là, que je ferai beaucoup moins bien que lui, donc go sur la vidéo replay, on avait traité la partie licensing sur le meetup des GDDP. Et la question, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a déjà en termes de licence et tout dans l'entreprise, tu vois, si tu as déjà X instances SSAS, que tu as déjà du premium, que tu as déjà, à un moment, c'est peut-être juste rationalisé, en fait. Après, ça dépend du... C'est pour ça que la question des volumétries est intéressante. C'est que pour le coup, quand tu dois toucher du 50 Go, voire du 100 Go, voire du 100 Tera en premium, pas le même coût que du 10 Go ou le premier niveau, quoi. Mais quelque part, tu as la même question sur l'ensemble des éléments. Là, donc, dans la migration, cet élément, enfin, on connaît le départ, on connaît l'arrivée, mais il y a certainement eu l'étude qui a été faite et on sort la calculette, quoi. En fait, à la base, l'étude, il y avait plus de choses que ça, dans le sens où ils voulaient comparer deux architectures et même un autre outil en plus de Power BI. Ils ont fait les études de coût et en fait, j'ai eu moins de choses à faire à étudier comme d'impact. Voilà. Ma réponse, je la mettrai comme ça, à la limite. Voilà. Dans leur contexte, par rapport à ce que disait Marie, c'est ça. Est-ce que les 200 cubes
C'était pas ça, un autre concept. Nous, Voilà, c'est un on autre est contexte. arrivé à la même conclusion parce que 200 cubes égale X instances SSAS et tu multiplies. Et enfin, on était arrivé sensiblement à la même. Derrière, de toute façon, rappelons Azure Analytics Services et Power BI, c'est la même infrastructure. Donc, d'un point de vue coût, là je parle pour l'éditeur, c'est censé être approximativement pareil. Je dis bien dans l'épaisseur du trait, hein, parce que bien évidemment, s'il y a deux technos, c'est qu'il y a quelques différences, mais normalement c'est le même à volumétrie égale, workload égal, perf égal, c'est censé avoir les mêmes choses, les mêmes backenders. D'ailleurs, avec Avor, on parle de vCore, hein, que tu prennes des capacités premium ou que tu prennes des cubes ou que tu prennes de l'Azure Analytics Services, tu monitores à savoir combien il te faut de vCore pour faire tourner le modèle. Sur du SSAS, c'est différent. Alors, Là, SSAS, c'est un peu différent, mais là, tu changes de modèle, donc c'est toujours difficilement comparable. Hein. Le nombre de gens qui, par exemple, ne comptent pas le prix du data center, on va dire, bah oui, c'est beaucoup moins cher on-prem. Hein. Ouais. Sauf qu'il faut de l'électricité. Oui. Donc bon, au moins on aura traité. Pour le coup, c'est vrai que c'était pas du tout dans l'étude en fait que j'ai fait avec eux, d'une part, et de deux, pour le coup, comme le soulignait encore Marie tout à l'heure, le meet-up qu'elle a fait avec Charlie. On avait posé tu vois, Mathieu, on avait dit capacité premium ça tout le temps. Alors, j'ai plus tout en tête, hein, mais une instance ça tout le temps. Et en fait, à la fin, C'était pareil. Quoi. Ouais, c'est pas là-dessus que tu prendrais ta décision. Quoi. Il n'y a pas un écart. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions ici? Je propose de clore ce meet-up. On avait pris des Ça a l'air habitudes. d'avoir déchaîné les passions sur le chat. Il y a eu beaucoup de discussions. Donc là, c'est ce que vous êtes frustré en présentiel de ne pas avoir vécu le chat, mais il y a des petits malins qui se sont connectés et qui ont pu. Il y a des petits malins de la salle qui ont alimenté la discussion. Bon, je coupe juste l'enregistrement, mais je vous rassure, en tout cas pour ceux qui sont en présentiel, on peut continuer avec des discussions sur ce sujet ou sur d'autres. C'est aussi le but, quand on a créé ce meet-up il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Saison 6, mais ça fait 5 ans, tu vois. Bon, 2017. 5 ans et demi, c'est ça. On va démarrer, on va finir la 6e année. C'est aussi de profiter de pouvoir échanger de vive voix ensemble sur cet outil qui est Power BI. Et donc, tant pis pour vous, online. En tout cas, online, tout de même, un petit mot de la fin avant de partir. Hein. Merci pour votre attention, merci pour la participation et vos questions sur le chat. C'était quand même assez riche. Et évidemment, la vôtre en présentiel. Voilà, donc si vous avez des retours, hein, n'hésitez pas. Là, on recommence en hybride. On teste un petit peu le format. Là, on était dans des super conditions. Ça ne sera peut-être pas tout le temps le cas, mais on va essayer de voir comment s'en inspirer. La salle était quand même très bien équipée. Voilà, en tout cas, merci. C'est bon, on va venir tout le temps ici. Hein. Ouais. On va faire ça. Allez, on vous dit à tous bye bye, en tout cas les gens qui sont online, et très bonne fin de soirée.